Le détecteur de fumée de la cuisine bipait toutes les 45 secondes depuis 3 semaines. Pile faible. Nathaniel répétait qu'il le réparerait. Il ne l'a jamais fait. Evangeline avait appris à ne pas y prêter attention. C'est ce que 5 ans de mariage vous apprennent, à dormir malgré tout. Elle avait 27 ans et était enceinte de 6 mois. Debout, pieds nus sur le carrelage froid de leur salle de bain, à 6h15 du matin, elle s'observait dans le miroir. Sans s'admirer, juste en s'observant. Comme on observe un inconnu dans le train sans qu'il sache qu'on le regarde, elle pressa une main contre son ventre. Le bébé donna 2 coups de pied, impatient, et elle pensa, j'ai l'air de quelqu'un qui a baissé les bras. Ses cheveux étaient toujours coiffés en chignon, comme depuis 4 jours. Le bas de son pyjama était taché de javel, elle comptait le jeter depuis février. Ses cernes, d'abord synonymes de fatigue, étaient devenues le signe que quelque chose n'allait pas. Elle le savait, mais n'était pas prête à le dire à voix haute. Le détecteur de fumée bipa de nouveau. Elle éteignit la lumière de la salle de bain et alla préparer du café. Ils habitaient une maison à Preston Hollow, ce genre de quartier de Dallas où les allées étaient longues, les rideaux hors de prix et où personne ne laissait sa porte de garage ouverte par inadvertance. C'était Nathaniel qui avait choisi la maison. Nathaniel avait choisi presque tout. Il avait 42 ans, 15 ans de plus qu'elle, et une idée bien précise de ce à quoi une vie devait ressembler. La maison comptait 4 chambres, un sol en travertin et une cuisine qui avait fait la une d'un magazine immobilier local avant qu'il ne l'achète. Le jardin abritait une piscine qu'Evangeline n'avait jamais utilisée, car Nathaniel répétait sans cesse qu'ils allaient la faire refaire. Et pourtant, 2 ans avaient passé. Elle avait grandi à Leach. Elle n'était toujours pas sûre d'avoir sa place ici. La cafetière émettait ce gargouillis désespéré d'une machine bonne pour la casse, et Evangeline, debout devant le comptoir, consultait son téléphone. Rien de Nathaniel. Il lui avait envoyé un SMS à 22h la veille. « Je suis en retard. Ne m'attends pas. » Elle ne l'avait pas fait. Elle avait mangé des céréales pour dîner, debout au-dessus de l'évier, regardé la moitié d'un documentaire sur les poissons des grands fonds qui ne l'intéressait pas, et s'était couchée à 21h30. Elle était enceinte de 6 mois et mangeait des céréales seule à 21h un mercredi soir. Quelque chose là-dedans lui semblait révélateur. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Elle avait besoin de se souvenir que même quand c'était difficile, il y avait eu une version de ce mariage qui n'était pas parfaite. Rien n'était parfait, mais c'était bien. Nathaniel pouvait être généreux d'une manière inattendue. Un jour, il avait fait 4 heures de route jusqu'à là qu'un vendredi comme un autre parce qu'elle avait mentionné en passant qu'elle avait le mal du pays. Il était arrivé avec des fleurs et une réservation dans son restaurant préféré, près de la 19e rue. Elle avait pleuré sur le parking. C'était il y a 3 ans. Elle n'avait pas repensé à ce souvenir depuis longtemps. Maintenant, elle y repensait et ressentait quelque chose d'indéfinissable. Pas de la chaleur, plutôt comme regarder une photo d'un endroit où l'on a vécu et réaliser que les meubles sont tous différents maintenant. Elle se versa le café, brûlant. Elle le but quand même, grimaça et resta plantée là, au comptoir, dans sa chemise décolorée, tandis que la lumière du matin, grise et diffuse, filtrait à travers les persiennes. Les changements avaient commencé vers janvier, ou peut-être avant, et janvier était simplement le moment où elle avait commencé à y prêter attention. D'abord, c'était des petites choses. Il avait commencé à aller à la salle de sport avant le travail. C'était la première chose. Nathaniel n'était jamais allé à la salle de sport de son plein gré depuis qu'elle le connaissait. Il avait toujours pris ça à la légère, disant qu'il préférait prendre les escaliers, qu'il n'avait rien à prouver à personne. Et puis, soudain, il se levait à 5h33 tous les jours de la semaine, rentrant les cheveux mouillés et avec une énergie débordante qu'elle ne reconnaissait pas. Elle s'était dit, tant mieux pour lui. Elle le pensait vraiment. La deuxième chose, c'était le téléphone. Il avait toujours été désinvolte avec ça. Il le laissait sur le comptoir, le laissait en charge dans la cuisine toute la nuit, et une fois, il le lui avait même tendu pour qu'elle fasse une recherche en conduisant. Puis, aux alentours de février, son ordinateur portable devint le prolongement de sa main, face contre table, emporté dans la salle de bain, l'écran ouvert uniquement lorsqu'il était sûr qu'elle ne le regardait pas. Elle l'avait remarqué, mais s'était dit que c'était dû aux hormones, que la grossesse altérait la perception, rendait méfiante sans raison. La troisième chose était plus difficile à nommer. C'était son visage. La façon dont il avait cessé de réagir comme avant lorsqu'elle entrait dans une pièce.
Elle ne s'en était rendue compte qu'une fois que cela avait cessé, son expression changeait légèrement lorsqu'il la voyait. Ce regard qu'on a quand on est content de voir quelque chose. Ce regard avait disparu. Elle entrait, il levait les yeux de son ordinateur portable, et son visage était juste là, présent mais absent, comme devant un économiseur d'écran. Elle termina son café, rinça la tasse et la posa sur l'égouttoir. À 11h ce matin-là, son téléphone sonna. C'était son ami Darcy, rencontré à un cours de yoga prénatal en janvier, un souvenir à la fois récent était comme il y a 100 ans. « Comment vas-tu » Honnêtement, Evangeline s'assit sur le bord du lit. Le détecteur de fumée bipa. « Ça va, dit-elle. Enfin, je suis fatiguée. On dirait que tu n'as pas dormi. Je dors bien. Un silence. Il n'est rentré que très tard, encore une fois. Il a dit qu'une réunion s'était prolongée. Silence à l'autre bout du fil. Le genre de silence qui signifie que quelqu'un hésite à dire la vérité. Ça arrive souvent, demanda Darcy. Je ne sais pas. Souvent. Evangeline tira sur un fil qui dépassait de la couette. Il traverse une drôle de phase au travail. Il y a une histoire d'acquisition sur laquelle il travaille. Il dit que c'est stressant. D'accord. Un autre silence. Et tu le crois ? La question planait dans la pièce. Je ne sais pas ce que je crois, dit finalement Evangeline. Elle ne l'avait jamais dit à voix haute auparavant. C'était comme un aveu. Cet après-midi-là, elle avait un rendez-vous prénatal. Le cabinet de sa gynécologue était à 20 minutes de Mockingbird en heure normale, 40 aux heures de pointe. Elle prit Preston Road et s'arrêta à chaque feu rouge. Le bébé était resté calme toute la matinée, ce qui l'inquiétait toujours, puis il donna 3 coups de pied vigoureux alors qu'elle était arrêtée au feu rouge sur Armstrong, comme s'il savait qu'elle avait besoin d'être rassurée. « D'accord, dit-elle doucement. D'accord, je vous entends. » Elle était assise dans la salle d'attente, feuilletant un magazine qu'elle ne lisait pas. 2 autres femmes étaient là. L'une d'elles était déjà dans son 3e trimestre, les yeux rivés sur son téléphone, son mari à ses côtés, la main sur son genou. Evangeline les regarda une seconde de trop, puis détourna le regard. Sa gynécologue, une femme pragmatique nommée Dr Vance, qui exerçait depuis 20 ans et avait une photo encadrée de son Golden Retriever sur son bureau, confirma que le bébé allait bien, rythme cardiaque normal, bonne position, croissance conforme au programme. « Y a-t-il du stress dont nous devrions parler » demanda-t-elle du ton qu'elle employait lorsqu'elle se doutait déjà de la réponse. « Ça va, dit Evangeline. » Le docteur Vance la regarda par-dessus ses lunettes. « Il ne dit rien. »« Je me débrouille, » corrigea Evangeline. Nathaniel lui envoya un texto à 18h30, « Ne prépare pas le dîner. Je prendrai quelque chose en rentrant. » Elle avait déjà préparé le dîner. Elle y avait passé 1 heure, du poulet rôti, celui au citron et à l'ail qu'il disait être son préféré. Elle avait mis de la musique, ouvert la fenêtre de la cuisine et s'était efforcée de rendre la soirée agréable. La maison sentait bon. Elle avait même enfilé une chemise propre. Elle lut le texto un long moment. Puis elle mit le poulet dans un récipient au réfrigérateur, se prépara un bol de soupe et s'assit seule à la table de la cuisine. À 21h, elle était au lit, son téléphone à la main, à faire ce qu'elle faisait de plus en plus souvent ces derniers temps. Elle faisait défiler son Instagram, pas son compte perso qu'il utilisait à peine, mais celui de son entreprise, Pierce Capital. Des photos d'événements, de dîners, de tables rondes, du milieu des affaires de Dallas, des blazers, du vin blanc, et cette ambiance particulière de complicité et de compliments mutuels. Elle faillit rater quelque chose. Il avait été tagué, non pas par son compte professionnel, mais par quelqu'un d'autre. Un compte qu'elle ne reconnaissait pas. CV Dallas Life avait publié une photo 2 heures plus tôt. Elle cliqua sur la photo. C'était un restaurant qu'elle reconnaissait. Le nouveau restaurant français d'Uptown, celui dont tout le monde parlait. Celui que Nathaniel avait trouvé un peu guindé quand elle l'avait suggéré 3 semaines auparavant. Nappe blanche, bougie, le genre d'ambiance qui attirait les réservations 6 semaines à l'avance. Nathaniel était sur la photo. Il riait, d'un rire sincère, comme elle ne l'avait pas vu rire depuis des mois, la tête renversée en arrière, complètement détendue. Sa main était posée sur le dossier d'une chaise, et sur cette chaise était assise une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant, blonde, la trentaine. La façon dont elle était orientée vers lui.
Elle s'éclaircit la gorge l'angle de quelqu'un qui le connaissait, pas d'un collègue, pas d'un client. La photo avait 14 j'aime. Evangeline restait immobile. Le détecteur de fumée sonna. Elle regarda le compte. CV Dallas Live privé. 9 publications, toutes récentes. 3 abonnés, dont Nathaniel. Elle posa son téléphone face contre table de chevet. Ses mains étaient stables. Elle le remarqua distraitement. Elle s'attendait à ce qu'elle tremble. Elles ne tremblèrent pas allongées dans le noir, elle écouta le quartier. Un chien qui aboyait 2 rues plus loin. Une voiture sur la route principale. Le bourdonnement lointain de la climatisation. Des bruits normaux. Le monde qui ignorait tout. Le bébé donna un coup de pied. Elle posa la main sur son ventre et fixa le plafond. L'écran de son téléphone illumina la table de chevet. Une notification de nouvelle publication du compte où elle était identifiée. Elle ne bougea pas dehors, une voiture s'engagea dans l'allée. Elle fit semblant de dormir. Nathaniel rentra à 22h53. Elle le savait, car la première chose qu'elle avait regardée en entendant la porte du garage était l'horloge sur sa table de chevet. Il se déplaçait dans l'obscurité avec le silence assuré de quelqu'un qui avait l'habitude. Chaussures enlevées à l'entrée, ceinture sur la chaise, téléphone en charge, mais pas celui de la cuisine. Celui qui était de son côté du lit. Proche. Toujours proche, maintenant. Il se glissa à côté d'elle. Elle garda une respiration régulière. Il sentait bon. Du vin et le parfum de quelqu'un d'autre, pas le sien. Elle portait le même depuis 3 ans, une note d'agrumes légère, un flacon posé sur le comptoir de la salle de bain, à gauche. Celui-ci était différent, plus capiteux, de ceux qui s'accrochent. Elle resta immobile, cette odeur emplissant l'espace entre eux, fixant le fond de ses paupières et ne pensant à rien, car l'alternative était de penser à tout. Sa respiration se calma. Il s'endormit en 4 minutes. Elle compta. À 2h15, Evangeline se leva, sans impulsion. Elle était allongée là depuis plus de 3 heures, tournant en rond dans ses pensées. Peut-être était-ce un dîner d'affaires. Peut-être que la photo n'avait rien d'important. Peut-être avait-elle été taguée par erreur. Peut-être qu'elle se faisait des idées, épuisée, sous l'effet des hormones et angoissée. Elle s'était ménagé toutes les excuses possibles. Elle avait été indulgente envers elle-même comme elle ne l'aurait été envers personne d'autre. Puis elle repensa à son rire sur cette photo, à cette nuance si particulière. Elle se leva. Le sol était froid. Elle n'avait pas pris de chaussettes. Elle tâtonna dans le couloir sombre, une main suivant le mur, l'autre posée à plat sur son ventre, par habitude. La maison était comme d'habitude la nuit, le réfrigérateur bourdonnait, le thermostat s'ajustait, un papillon de nuit se cognait contre la lumière du porche. Elle s'assit à la table de la cuisine avec son ordinateur portable. Elle connaissait le mot de passe. Il ne l'avait jamais changé. La date de leur anniversaire, qui lui paraissait maintenant à la fois touchante et paresseuse, sans qu'elle puisse trancher. L'écran était trop lumineux. Elle baissa rapidement la luminosité et jeta un coup d'œil dans le couloir. Rien. Elle ouvrit sa boîte mail. Cela lui prit 11 minutes. Au début, elle ne savait même pas ce qu'elle cherchait. Elle se dit qu'elle cherchait juste, qu'elle ne trouverait probablement rien, qu'elle fermerait l'ordinateur et retournerait se coucher, un peu bête et soulagée. Elle chercha son nom. Elle chercha le restaurant. Elle chercha Uptown et dîner. Puis, comme elle avait passé 20 minutes à consulter ce compte Instagram avant de s'arrêter, elle tapa le seul autre nom qu'elle avait sous la main, Célestine. 3 résultats. Elle cliqua d'abord sur le plus ancien. Il datait d'il y a 8 semaines. Un message court, familier d'une manière qui ne l'était pas du tout. L'informalité étudiée de quelqu'un qui choisit chaque mot. Super de t'avoir vu à l'événement du croissant. On devrait se revoir. Voir sa réponse. Carrément. Je te recontactais. Elle resta un instant sur cette phrase. Je te recontactais. Le langage de quelqu'un qui allait faire quelque chose qu'il n'avait pas encore décidé de faire. Elle passa au deuxième email. 6 semaines plus tôt. Une soirée au restaurant. Pas le restaurant français d'Uptown, un autre. Plus calme, à Oak Cliff. Pas de formule de politesse, pas d'objet, juste les détails pratiques.
Le troisième email datait d'il y a 4 semaines. Elle le lut une fois, puis ferma son ordinateur portable et s'assit dans la cuisine plongée dans l'obscurité, les mains à plat sur la table, immobile. Comme on s'immobilise quand quelque chose en soi hésite à craquer. Le robinet goutte, lentement, irrégulièrement. Elle avait demandé à Nathaniel d'appeler un plombier en mars. Elle respira. Le bébé bougea. Un long roulis, pas un coup de pied. Un mouvement qui ressemblait à un ajustement, à une recherche de confort. Elle posa la paume de sa main à l'endroit où il était entré. « Je sais » murmura-t-elle. À personne, à eux deux. Elle ne l'avait pas confronté ce matin-là. Plus tard, elle fut surprise que son premier réflexe n'ait pas été de le réveiller sur le champ, de jeter l'ordinateur portable sur le lit, de le forcer à s'expliquer, les yeux encore embués de sommeil et sans avoir préparé d'explication. Elle s'était toujours considérée comme une personne directe. Sa mère l'avait élevée à dire ce qu'elle pensait. Elle avait rompu avec tous ses petits amis en face à face, sans détour. Elle n'était pas du genre à s'éloigner progressivement. Elle n'évitait pas les choses, mais elle resta assise à la table de la cuisine jusqu'à 4 heures du matin et prit une autre décision. Pas encore. Elle avait besoin d'en connaître tous les détails d'abord. Pas des bribes, pas des suppositions qu'elle remettrait en question plus tard. Elle avait besoin de savoir à quoi s'attendre avant d'ouvrir la bouche. Car une fois la bouche ouverte, tout basculerait. Et elle voulait en être certaine, absolument certaine, et le prouver par des preuves, avant de laisser les choses se produire. Elle retourna se coucher, se coucha près de lui, et ne dormit pas. Pendant les 4 jours suivants, Evangeline devint une personne qu'elle ne reconnaissait plus vraiment. Elle était méthodique. C'était le mot qui revenait sans cesse. Méthodique, pas obsessionnelle, pas dérangée. Méthodique. Elle créa un dossier dans l'application Notes de son téléphone et l'intitula « Recette », une idée à la fois astucieuse et triste. Et elle commença à tenir un journal, les heures auxquelles il disait être à la maison, les heures auxquelles il arrivait réellement, les incohérences. Le soir où il avait dit être à un dîner d'affaires à Addison, elle avait cherché le restaurant qu'il avait mentionné sur Google et avait découvert qu'il était fermé le mardi. L'après-midi où il avait dit que son téléphone était déchargé, elle avait consulté l'historique de charge de leur forfait mobile partagé plus tard dans la soirée, 100% de batterie à 15 heures. Elle dormit mal. Elle a englouti un paquet entier de biscuits apéritifs à minuit jeudi, pour calmer son stress, et s'est assise sur le banc. Elle s'est affalée sur le sol de sa chambre, partagée entre le dégoût et la résignation. Ses chevilles étaient enflées. Elle avait mal au dos. Elle portait un bébé qui lui comprimait les côtes et son mari lui mentait sans effort apparent chaque jour. Certains soirs, la combinaison de ces deux réalités lui donnait envie de hurler dans un oreiller jusqu'à en perdre la voix. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a gardé l'application Notes. La confirmation est arrivée un vendredi. Elle avait déposé sa voiture chez le concessionnaire pour la révision Le Mans. Elle avait pris rendez-vous des semaines auparavant et avait pris un VTC pour rentrer. Le chauffeur écoutait une émission de radio parlée à faible volume, une station de Dallas de midi qu'elle n'écoutait pas. Elle regardait par la fenêtre la ville vaquer à ses occupations. Son téléphone a vibré. Une notification de calendrier. Le calendrier de Nathaniel, qu'ils partageaient depuis leur mariage, pour l'organisation, les trajets, les rendez-vous. Elle ne l'avait quasiment pas consulté depuis des mois. La notification indiquait une application, Oak Cliff, 22 heures. Elle a fixé ce nom un instant. Nathaniel Andrew Pierce. Ses initiales complètes, celles qu'il utilisait pour ses notes internes et ses entrées dans son agenda personnel. Elle les avait déjà vues sur d'anciens rappels de rendez-vous. Sans jamais y prêter attention. Oak Cliff se trouvait à 25 minutes au sud d'Uptown, où étaient situés les bureaux de Pierce Capital. Aucun client, aucun contact pour une acquisition, rien sur leur agenda partagé qui ait jamais été à Oak Cliff. Elle regarda l'heure. Il était 12h40. Elle donna une autre adresse au chauffeur. Elle la retrouva en cherchant l'adresse figurant dans le deuxième courriel sur l'ordinateur portable. C'était un pâté de maisons de construction récentes, de celles qui avaient poussé comme des champignons à Dallas ces 5 dernières années, grises et anguleuses, essayant de ressembler à quelque chose d'Austin. Elle se gara un peu plus loin dans la rue, ce qui lui parut absurde, comme dans un film dans lequel elle n'aurait jamais voulu être, et elle resta assise dans la chaleur, la climatisation en marche, à attendre. À 12h58, la voiture de Nathaniel entra sur le parking.
Elle le regarda en sortir. Il était habillé comme pour les occasions importantes, pas en costume, mais avec une tenue plus douce, plus réfléchie. Il avait l'air détendu. On aurait dit un homme qui avait un rendez-vous important. 4 minutes plus tard, une voiture inconnue s'arrêta. La femme de la photo Instagram, Celeste Stenvos en personne, était exactement comme Evangeline l'avait pressenti, sans pour autant s'y préparer. Grande, élégante avec une aisance naturelle qui semblait demander beaucoup d'efforts. Elle traversa le parking comme si elle avait déjà gagné quelque chose. Nathaniel l'aperçut depuis le hall et son visage s'illumina. Ce même changement de visage qu'Angeline avait l'habitude de provoquer. Ce changement, cette joie spontanée. Il lui ouvrit la portière. Ils entrèrent. Assise dans sa voiture, garée dans la rue sous la chaleur étouffante de Dallas, 34 degrés Celsius, Evangeline ressentit cette fraîcheur lucide et particulière d'avoir eu raison sur un sujet sur lequel on espérait s'être trompé. La climatisation ronronnait. Un camion passa en grondant dans la rue derrière elle. Elle prit son téléphone, ouvrit l'application Notes, tapa l'heure, l'adresse, la marque de la voiture de Celeste Sten, la plaque d'immatriculation qu'elle avait aperçue lorsqu'elle s'était garée. Ses mains tremblaient. Elle s'en aperçut. Elle continua de taper. Elle rentra chez elle en voiture. Elle ne pleura pas, même si elle s'y attendait presque. Elle se sentait vidée d'une façon presque paisible. Non pas la paix, mais l'absence d'incertitude, ce qui était différent. Pendant des mois, elle avait vécu dans cet entre-deux, entre « je pense » et « je sais ». Et cet entre-deux avait été épuisant, une souffrance en soi. Maintenant, elle savait qu'il y avait quelque chose de presque miséricordieux là-dedans. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta au crochet de Lower Esland, non pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose, mais parce qu'elle avait besoin d'être dans un endroit ordinaire pendant 10 minutes. Elle parcourut les rayons avec un panier à peine rempli, passant devant le rayon frais toujours trop froid, devant le présentoir de céréales qu'elle avait acheté 3 jours plus tôt et mangé debout devant l'évier. Une femme avec des jumeaux dans son chariot sourit à son ventre, comme le font machinalement les inconnus. Evangeline lui rendit son sourire. Elle faisait la queue à la caisse. Le tapis roulant grinça. La caissière portait un badge où figurait son nom, Brenda, et discutait avec l'emballeur des problèmes de voiture de sa sœur. Normal. Tout était parfaitement normal. Evangeline paya ses courses, porta son sac jusqu'à sa voiture et attendit un moment sur le parking. Puis elle rentra chez elle, rangea ses courses et s'installa à la table de la cuisine. Lorsqu'elle entendit la voiture de Nathaniel dans l'allée à 19h15, sa décision était prise. Elle ne dirait pas un mot. Pas ce soir. Pas avant d'être prête. Pas avant d'en avoir parlé à quelqu'un, d'avoir bien réfléchi et d'avoir planifié chaque étape de la suite. Elle entendit sa clé dans la serrure. Elle était au fourneau, en train de remuer des pâtes qui ne l'intéressaient pas. Et lorsqu'il entra et dit « Tiens, ça sent bon », elle répondit « Merci ». Presque prêt, sans se retourner. Sa mâchoire la faisait souffrir. Elle réalisa qu'elle serrait les dents depuis des heures. Cette nuit-là, elle attendit que sa respiration change. Puis elle prit son téléphone, ouvrit ses contacts et elle fit défiler l'écran jusqu'à un nom qu'elle n'avait pas composé depuis 8 mois. Son pouce hésita. Elle appuya sur appeler. C'était sa sœur aînée, Marraine. Elle ne s'était pas vraiment parlé depuis 8 mois. Pas depuis une dispute à Noël, une dispute qui, comme souvent dans les familles, portait sur des broutilles. Marraine habitait à Fort Worth, à 45 minutes à l'ouest sur LI 30, et elle avait toujours un bloc-notes à côté du téléphone pour tout noter. Evangeline avait toujours trouvé cette manie légèrement agaçante. Assise dans la chambre plongée dans le noir, à 23h40, son mari endormi à 60 cm d'elle, un bébé qui lui appuyait sur la vessie et une application de notes remplie de mensonges consignés, elle trouvait cela étonnamment réconfortant. Un homme décrocha à la 2e sonnerie. Evie ? Ce n'était pas la question à laquelle elle s'attendait. Evangeline colla le téléphone à son oreille et se dirigea silencieusement vers la salle de bain, puis ferma la porte. Elle s'assit sur le rebord de la baignoire. Le carrelage était froid à travers son fin pantalon de pyjama. Elle tenait le coup depuis 4 jours, et pendant une dizaine de secondes, après avoir entendu la voix de sa sœur, elle s'est complètement effondrée. Elle a pleuré aussi discrètement qu'elle le pouvait, ce qui n'était pas vraiment discret. Marin n'a pas dit « ça va aller » ou « tu es sûr » ou quoi que ce soit qui aurait donné envie à Evangeline de raccrocher.
Elle a juste dit, raconte-moi tout depuis le début. Nommez rien. Alors Evangeline lui a raconté. Quand elle a eu fini, il était plus de 1 heure du matin. Le sol de la salle de bain était froid. Elle avait mal au dos à cause de la position. À travers la porte, elle a entendu le réveil de Nathaniel sonner. Attends, non, c'était juste le réfrigérateur qui se mettait en marche. Elle était tellement tendue qu'elle entendait des choses. Bon, a dit Marin quand Evangeline s'est enfin arrêtée. On a entendu un bloc-notes qu'on prenait. Voilà ce que tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas encore le confronter. Je sais que tu ne changeras rien. Ton comportement, tes habitudes, rien. Tu vas agir exactement comme tu l'as toujours fait jusqu'à ce que tout soit en ordre. Je sais. C'est ce que j'ai déjà décidé. Bien. Un silence. Tu dois parler à quelqu'un avant de faire quoi que ce soit d'autre. Un avocat spécialisé en droit de la famille. Pas encore un avocat spécialisé en divorce, juste quelqu'un qui puisse t'expliquer ce que signifie concrètement « tout est en ordre » au Texas. Le Texas est un État à régime de communauté de biens. Evangeline le savait comme elle savait beaucoup de choses qu'elle avait classées sans savoir pourquoi. Nathaniel avait créé Pierce Capital 3 ans avant leur mariage. L'entreprise avait grandi. Elle avait signé des documents au fil des ans, des choses qu'il lui avait tendues avec un simple « des trucs », ma belle, et un stylo. Elle les avait signés. Elle y repensait maintenant. Je connais quelqu'un, dit Marin. La cousine de mon ami Adli, elle est à Dallas. Je t'enverrai son numéro par SMS demain. Après avoir raccroché, Evangeline resta assise sur le sol de la salle de bain pendant quelques instants. Quelques minutes. Assise, tout simplement. Dehors, par la petite fenêtre givrée au-dessus de la baignoire, le ciel prenait cette teinte caractéristique de l'aube, où le noir se fond dans le gris. Un oiseau lança un chant hésitant, puis s'arrêta, comme s'il n'était pas encore sûr de lui. Elle se leva, retourna se coucher, s'allongea près de Nathaniel et respira profondément. Pas encore, mais bientôt. L'avocate s'appelait Sloan Callahan, et son cabinet se trouvait dans un immeuble vitré près de l'avenue Msekini, climatisé et doté d'une salle d'attente embaumant les fleurs fraîches. Evangeline y vit un signe d'attention, ou peut-être de calcul, selon le point de vue. Elle annonça à Nathaniel qu'elle avait un rendez-vous prénatal. Il ne lui avait pas demandé quel médecin. Sloan devait avoir une 40aine d'années, direct sans être désagréable, avec cette particularité de quelqu'un qui avait entendu toutes les versions de cette histoire et qui, sans être surprise, restait profondément touché. Un bloc-notes jaune était posé sur son bureau, et elle cliqua 3 fois sur son stylo avant d'écrire. Evangeline parlait. Sloan prenait des notes. Quand Evangeline, une fois l'entretien terminé, Sloan lui posa 3 questions. Toutes pratiques. Aucune ne commençait par « ça va ?» Puis elle expliqua clairement et sans dramatisation la situation d'Evangeline. Les biens communs au Texas. Ce qui avait été acquis pendant le mariage. Le contrat prénuptial? Il y en avait un. Nathaniel le lui avait présenté 3 semaines avant le mariage. Elle l'avait signé. Bien sûr qu'elle l'avait signé. Elle avait 22 ans. Ce qu'il couvrait et ce qu'il ne couvrait pas. Quels documents étaient importants? Quelles étaient les prochaines étapes? Le plus important pour l'instant, dit Sloan en cliquant sur son stylo, c'est que vous ne touchiez pas à l'argent. Que vous ne changiez pas de compte et que vous ne le préveniez de rien. Nous voulons avoir une vision claire de la situation avant que quoi que ce soit ne change. Je ne le ferai pas. Et le bébé change considérablement la donne. Elle écrivit quelque chose. Pension alimentaire pour la garde. Vous feriez mieux d'être en règle avant qu'il ait l'occasion d'obtenir ce qui lui revient. Evangeline acquiesça. Les mains sur les genoux, elle portait la robe de grossesse qu'elle avait achetée pour son bébé. La douche, celle vert pâle, parce qu'elle avait besoin de se sentir humaine aujourd'hui, et c'était ce qui lui donnait le plus ce sentiment. Encore une, tu es en sécurité, demanda Sloan en levant les yeux. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir sur la situation à la maison? Non. Non, ce n'est pas ça. Un silence. Il a juste arrêté de me choisir, c'est tout. Sloan soutint son regard un instant. D'accord, dit-elle. Ça suffit. Elle posa son stylo. Je tiens à souligner un point. Si tu prévois de déménager dans un autre État avant que le divorce ne soit prononcé,
il pourrait demander une ordonnance provisoire. Essaie d'établir la juridiction du Texas sur l'enfant avant que la situation ne soit stabilisée. Le délai est court. Et s'il ne se dépêche pas, cela jouera en ta faveur. Mais tu dois savoir que c'est une possibilité. Que me conseilles-tu? Déménager avant qu'il n'ait le temps de consulter son avocat. Ce qui signifie qu'on ne le prévient pas longtemps à l'avance. Evangeline hocha lentement la tête. D'accord, je peux m'adapter à ce calendrier. Elle était devenue experte dans ce rôle. Ce qui l'a surpris le plus, c'était d'en être capable, de pouvoir s'asseoir en face de Nathaniel à table, lui demander comment s'était passée sa journée, écouter sa réponse, manger sans laisser paraître la moindre chose. Elle ne s'était jamais crue capable de mentir, même par omission. Et pourtant, elle en était capable. 5 années de petites déceptions n'avaient été qu'un entraînement, précisément pour cela. Elle l'observait différemment désormais, presque cliniquement. La façon dont il consultait son téléphone sous la table, toujours de biais. La façon dont il avait commencé à verrouiller la porte de la douche, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Leur salle de bain n'avait même pas de serrure, alors il avait pris l'habitude d'emporter son téléphone et de laisser le ventilateur allumé. Le petit bout de coton du mensonge, son entretien quotidien. Cela devait être épuisant. En l'observant s'y employer, elle ressentit quelque chose d'inattendu, de la pitié, mêlée à une colère froide et lucide. Elle n'y céda pas. La semaine suivante, elle commença discrètement à déplacer des objets, pas de l'argent. Sloan avait été clair à ce sujet. Mais il y avait aussi ses affaires, des choses qui existaient avant Nathaniel, les bijoux que sa grand-mère lui avait légués, rangés dans une boîte au fond de son placard, un dossier de papier personnel, sa carte de sécurité sociale, son passeport, son diplôme de Texas Tech. La carte grise de sa voiture, la bague de sa grand-mère, qu'elle n'avait jamais portée mais qu'elle avait gardée pour le bébé si c'était une fille. Elle mit tout ça dans un sac et l'apporta chez Marin un samedi, prétextant vouloir acheter un berceau. Et elle en acheta un. Elle avait les tickets de caisse. Marin l'aida à porter le sac à l'intérieur et à le poser dans le placard de la chambre d'amis, sans qu'elle n'en parle beaucoup. Puis Marin prépara du thé, pas le bon thé, mais l'infusion qu'elle recommandait depuis le début de sa grossesse. Assise à la table de sa cuisine à Fort Worth, pendant que les enfants étaient au foot, elles passèrent en revue la liste. Le compte joint, dit Marin. Sloan répondit, laissons tomber pour l'instant. Elle veut vérifier le solde. Et les comptes professionnels? Je n'y ai pas accès. Je n'y ai jamais eu accès. Un silence. Je ne pensais pas en avoir besoin. Marin ne dit pas, je te l'avais bien dit. Elle avait dit à l'époque qu'Evangeline devait comprendre ce qu'elle signait. Evangeline l'avait été conduite d'un geste de la main. Elles s'en souvenaient toutes les deux. Aucune n'en reparla. Darcy est au courant, dit Evangeline. Je lui ai dit la semaine dernière. Elle a bien réagi. Qui d'autre? Personne. C'est tout. Marin acquiesça. Pour l'instant, ça reste comme ça. Le thé refroidit. Dehors, le gamin du voisin jouait au basket dans l'allée, le bruit régulier du ballon frappant le béton parvenant à travers la fenêtre. Un samedi comme les autres, le monde entier ignorant tout. Elle avait passé une mauvaise nuit. C'était un mercredi, 3 semaines après le début de la maladie, et Nathaniel était rentré de bonne humeur. Ce genre de bonne humeur, elle le reconnaissait maintenant comme n'ayant rien à voir avec elle. Il y avait comme une trace de quelque chose qui s'était passé ailleurs, et il était redevenu presque lui-même au dîner. Un drôle de cadeau. Il avait posé des questions sur les prénoms du bébé dont il discutait et se souvenait, avec un intérêt sincère apparent, qu'elle avait mentionné le prénom suggéré par sa grand-mère avant de mourir. Il avait dit que c'était un joli prénom. Il l'avait regardé en le disant. Il l'avait vraiment regardé, comme si elle était une personne à part entière. Cette nuit-là, elle s'était couchée et avait pleuré à chaudes larmes pour la première fois depuis l'appel avec Marin. Pas vraiment de chagrin, plutôt de rage face à ce gâchis, face à la simplicité de ce mariage qui avait été possible et pour lequel il avait fait un autre choix, sans qu'elle ait son mot à dire. Elle pleurait dans l'oreiller pour qu'il ne l'entende pas. Le lendemain matin, elle se lava le visage, se coiffa et prit la voiture pour aller au bureau de Sloan pour un deuxième rendez-vous. Tout était en ordre. Un jeudi de la 4e semaine, Darcy est venue et elles se sont assises dans le jardin, la piscine n'ayant toujours pas été refaite, une fine pellicule de feuilles à la surface,
avec du thé glacé et le catalogue de produits pour bébé qu'Evangeline ignorait depuis un mois. Elles l'ont parcouru. Des choses pratiques, la poussette, le moniteur, la marque du siège auto, comme l'avait mentionné le pédiatre. « Où penses-tu aller ?» demanda Darcy. Après qu'Evangeline eut jeté un coup d'œil à la piscine, une feuille tourna lentement à la surface. « Mon amie riait à Santa Fe. Elle m'invite depuis 2 ans. Elle a une 2e chambre. » Un silence. « J'ai toujours aimé l'idée du Nouveau-Mexique. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'immensité du lieu, le ciel. C'est si loin. » Oui. Evangeline tripota l'étiquette de sa bouteille de thé glacé. C'est un peu le but. Darcy acquiesça. Elle n'insista pas. Elle était douée pour ça. Poser les bonnes questions, puis savoir s'arrêter. Sans qu'on le lui demande, elle remplit le verre d'Evangeline avec le verre de la photo. Elles restèrent assises un moment à feuilleter le catalogue, à entourer des articles. Normal, presque confortable. Nathaniel était au bureau, ou pas. Evangeline avait cessé de s'en préoccuper. Elle avait ce qu'il lui fallait. Le mardi suivant, elle eut sa dernière conversation avec Sloan. Tout était rédigé. Tout était documenté. La situation financière était claire. Sloan avait un huissier prêt à signifier les documents. Il ne restait plus qu'à choisir le moment. « Quand voulez-vous faire ça ?» demanda Sloan. Evangeline réfléchit. « Quand il ne s'y attendra pas, dit-elle. Quand il pensera que tout va bien. » Sloan esquissa un sourire. « Ça me convient. » Elle rentra chez elle en fin d'après-midi, le soleil, bas sur l'horizon, teintait tout d'ambre, donnant à la ville une apparence plus belle qu'elle ne l'était réellement. Les fenêtres étaient ouvertes. La radio était à faible volume. Elle n'avait rien fait de tout cela depuis des semaines. Et elle remarqua la différence. L'air sentait l'herbe coupée et un barbecue improvisé 2 rues plus loin. Elle se gara dans l'allée, coupa le moteur et resta assise un instant. À l'intérieur, le détecteur de fumée se remit à biper. Elle sortit de la voiture, entra, se dirigea directement vers la cuisine, tira une chaise, y monta prudemment, les mains bien ancrées au sol, et retira la pile. Le silence s'installa. Elle resta là, assise sur sa chaise, dans sa maison silencieuse, et laissa ce silence durer quelques secondes. Puis elle remit la chaise en place, jeta la batterie à la poubelle et se mit à préparer le dîner. Elle avait choisi un samedi, sans aucune raison particulière. Le samedi était le jour où Nathaniel était le plus détendu, le plus insouciant. Cette nonchalance si particulière à un homme qui croyait que sa vie était exactement comme il le souhaitait. Il dormait jusqu'à 20h30. Il préparait son café, selon la méthode sophistiquée du café filtre qu'il avait adoptée l'année précédente, celle qui prenait 15 minutes et nécessitait une balance. Il s'installait à l'îlot de cuisine avec son téléphone, son café et sa satisfaction du samedi matin, et c'est à ce moment-là qu'elle passerait à l'acte. Elle l'avait dit à Sloan jeudi. Sloan avait mis l'huissier à disposition. Elle l'avait dit à Marin le soir même. Marin avait dit qu'elle serait en voiture et sur la route à 7 heures. Elle n'avait pas demandé à Evangeline si elle était sûre. Elle savait désormais qu'il valait mieux ne pas poser la question. Elle avait fait sa valise vendredi, pendant que Nathaniel était à ses occupations habituelles du vendredi. 2 valises, en fait. Une avec tout ce qu'il lui fallait, l'autre avec les affaires pour la chambre du bébé qu'elle avait déjà installée chez Marin la semaine précédente et à laquelle il ne manquait plus que les dernières choses. Elle avait tout emballé méthodiquement, comme elle le faisait maintenant, plié, étiqueté, rien d'oublié. Les valises étaient dans sa voiture. Vendredi soir, elle avait mieux dormi que depuis 2 mois. Samedi matin, son réveil, programmé pour 6h30, avait sonné, et elle l'avait éteint avant qu'il ne le réveille. Elle avait pris une vraie douche, s'était lavé les cheveux tranquillement et avait remis sa robe de grossesse verte. Confortable, la sienne. Elle était descendue préparer du café. Elle était à la table de la cuisine quand elle l'avait entendu bouger à l'étage vers 8h20. La 3e marche avait grincé. Elle grinçait toujours. Il avait l'intention de la réparer depuis 3 ans. Puis elle avait entendu ses pas dans le couloir. Puis il apparut sur le seuil de la cuisine, en tenue décontractée, les cheveux encore en bataille, plissant légèrement les yeux à cause de la lumière. « Bonjour, dit-il. Un peu surpris qu'elle soit déjà levée et habillée. « Bonjour. » Il alla chercher son matériel pour le café filtre dans le placard et mit la bouilloire en marche.
Elle l'observa faire. La chorégraphie précise de son rituel du samedi, la façon dont il disposait chaque élément, la balance, le filtre, les bons grains de café qu'il commandait auprès d'un fournisseur de Portland. Il était méticuleux. C'était une des choses qu'elle avait autrefois trouvées charmantes chez lui. Elle le laissa faire. Verser l'eau, attendre, porter la tasse jusqu'à l'îlot central, s'asseoir et prendre son téléphone. Puis elle posa un dossier sur le comptoir. Il le regarda, puis la regarda elle. Qu'est-ce que c'est? Des papiers de divorce. Elle garda un ton neutre. Le cabinet de Sloan Callahan. Elle est très compétente. Vous devriez trouver quelqu'un d'aussi compétent. Ou peut-être que le mot « divorce » fit apparaître sur son visage une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Une sorte d'effondrement. L'échafaudage qui s'écroule. Il posa la tasse. Sans prendre le dossier. « Evie, je sais pour Célestine. » Elle le dit d'une voix claire. Sans trembler. Elle s'était entraînée en voiture, conduisant seule, jusqu'à ce que cela cesse d'être une arme et commence à ressembler à c'est un fait. Je suis au courant pour les emails. Je suis au courant pour l'appartement à Oak Cliff. Je suis au courant pour le calendrier. Tes initiales, d'ailleurs, c'était un peu trop évident. Elle marqua une pause. Je le sais depuis plus d'un mois. La cuisine était silencieuse. Le café-filtre refroidissait sur le comptoir. Dehors, les arroseurs automatiques d'Henderson se déclenchèrent. 7 heures du matin, toujours aussi fiable. Depuis combien de temps, demanda-t-elle. Non pas que cela change quoi que ce soit, mais parce qu'elle voulait connaître les détails. Il regarda le dossier. Sa mâchoire se crispa. Eva, depuis combien de temps, Nathaniel? Un temps. 2 secondes. Les arroseurs dehors. 7 mois, dit-il. Elle assimila l'information. 7 mois. Les emails ne remontaient qu'à quelques mois. Le reste avait été suffisamment discret pour ne laisser aucune trace. Apparemment, 7 mois signifiait qu'elle avait été enceinte pendant la majeure partie de cette période. Elle portait des vêtements de maternité, son enfant était visiblement enceinte, et il avait continué. Cette information lui pesait sur la poitrine comme une pierre, et elle la laissa là, sans rien dire. Je pars aujourd'hui. Elle a dit que j'allais à Marin. Quand tu seras prête à discuter des conditions, le numéro de Sloan est dans le dossier. Tu ne le laisses pas, Eva. Il faut qu'on parle. Il se leva. Tu ne peux pas juste, il y a tellement de choses ici. On a le bébé. Il faut qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Elle prit son sac à main sur le comptoir. J'ai réfléchi. J'aimerais que tu réfléchisses aussi. Voilà. Sa voix était différente maintenant, non plus en colère, mais plutôt confuse, ce qui était presque pire. Tu as juste pris cette décision, et c'est tout. Sans même me le dire. Elle se tourna vers lui. Toi aussi, tu as pris ta décision sans me le dire, dit-elle. Pendant 7 mois, il n'avait rien à répondre. Elle sortit par le couloir de derrière. Ses clés étaient déjà en main. Elle s'était garée dans la rue la veille au soir pour ne pas avoir à contourner sa voiture dans le garage. Elle avait pensé à tout. Elle poussa la porte de derrière. L'air était déjà chaud ce matin-là. Encore une journée caniculaire à Dallas, de celle qui vous accable dès 9 heures. Elle ne se retourna pas. L'huissier trouva Nathaniel à son bureau ce lundi-là. Elle le savait grâce au SMS de Sloan, assignation signifiée. 2 mots. Evangeline était à la table de la cuisine de Marin à Fort Worth, savourant un vrai petit déjeuner pour la première fois depuis des semaines. Toast, jus d'orange. Elle lut le SMS, posa son téléphone et prit sa fourchette. C'est bon, demanda Marin de l'autre côté de la table. C'est bon. Marin se resservit du café. Aucune des deux n'y prêta plus attention. La nouvelle se répandit comme dans le milieu de Nathaniel, c'est-à-dire plus vite et plus rapidement qu'il ne l'aurait imaginé. C'était en partie dû à la culture d'entreprise de Dallas, où tout le monde se connaissait et où le déjeuner était monnaie courante. C'était aussi la faute de Célestine, dont le jugement, il faut le dire, n'avait jamais été des plus fiables. Le mercredi suivant le départ d'Evangeline, Célestine décida de publier sur son compte Instagram principal, public et non privé. Ce compte était suivi par 4000 personnes,
pour la plupart issus du même cercle professionnel d'Alasien que Nathaniel avait patiemment construit pendant 15 ans. La publication était apparemment une photo d'elle au bar sur le toit d'un hôtel d'Uptown, à l'heure dorée, un verre de champagne à la main. Le problème résidait dans la légende. Elle faisait allusion à Nathaniel sans le nommer, mais sans chercher à le dissimuler, à une situation qui se résolvait d'elle-même. Certains chapitres se fermaient pour laisser place à de meilleurs. Les commentaires affluèrent rapidement. Certains étaient déjà au courant. D'autres faisaient le lien avec ce qu'ils avaient feint d'ignorer. Le jeudi, l'associé de Nathaniel, un Irlandais direct nommé Graham Burke, qui avait contribué à bâtir Pierce Capital depuis ses débuts, l'appela et lui dit qu'il devait parler. Selon Nathaniel lui-même, la conversation avec son avocat dura 40 minutes. La plupart du temps, il ne s'agissait pas d'affaires. L'épouse de Graham avait fait ses études avec la meilleure amie d'Evangeline à Texas Tech. On était à Dallas. Il y avait au maximum 17 degrés de séparation. L'acquisition sur laquelle il travaillait, une société de portefeuille que le fondateur, Nathaniel, courtisait depuis 2 ans, leur envoya un bref courriel ce vendredi-là, compte tenu des circonstances récentes, nous aimerions revenir sur les événements. Circonstances récentes. Cette expression fit mouche. Nathaniel appela Marin 11 fois la première semaine. Evangeline le savait, car Marin lui montrait son téléphone à chaque fois. Même expression, sourcil levé, doigt sur le bouton, refusé. Evangeline acquiesça à chaque fois. Marin refusa à chaque fois. Il laissa des messages vocaux. Marin les écouta et les résuma d'un ton monocorde, comme quelqu'un qui lit des prévisions météo. D'abord des excuses, puis de la confusion, puis des supplications, puis, au 7e message, quelque chose qui ressemblait presque au début d'une véritable prise de conscience. Trop tard, ce n'était plus son problème. Il envoya des SMS directement à Evangeline à plusieurs reprises. Elle les lut, sans répondre. « Je tiens à ce que vous sachiez que je suis désolé. Je sais que les excuses ne suffisent pas. S'il vous plaît, dites-moi que le bébé va bien. » Elle a demandé au cabinet de son obstétricien d'envoyer un compte rendu officiel par l'intermédiaire du cabinet de Sloan. Le bébé allait bien. En bonne santé, comme prévu. Célestine, quant à elle, a mis 3 semaines après la publication Instagram avant de réaliser la gravité de la situation. Vers la 2e semaine, elle avait compris que le Nathaniel qu'elle connaissait, celui de la maison de Preston Hollow, de la société d'investissement florissante et de l'assurance naturelle d'un homme à la vie toute tracée, reposait sur des éléments qui, à présent, étaient en train de tout chambouler. L'acquisition était au point mort. Graham était froid et formel en réunion, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Nathaniel était distrait, comme quelqu'un qui voit plusieurs choses tomber en même temps sans savoir laquelle retenir en premier. Célestine avait toujours eu le don de déceler ce genre de situation. Elle a cessé de répondre à ses appels la 3e semaine. Il s'en est rendu compte lorsqu'il a appelé d'un autre numéro, elle a décroché, a entendu sa voix et a raccroché. Le même après-midi, il a appelé Marin et lui a laissé un message vocal de 4 minutes. Il a prononcé le nom d'Evangeline à 8 reprises. Marin l'a fait écouter à Evangeline une fois, puis l'a effacé. Le matin précédant le départ d'Evangeline pour Santa Fe. Tout était chargé. Marin se tenait dans l'allée, les bras croisés pour se protéger de la fraîcheur du début octobre qui avait enfin, et c'est tant mieux, mis fin à la chaleur. Darcy avait fait 45 minutes de route depuis Dallas pour lui dire au revoir. Elle avait apporté un sac rempli d'affaires pour le bébé, des choses douces, des petites choses, un body avec l'inscription « Nouveau-Mexique » en lettres turquoises sur la poitrine. Elle se tenait dans l'allée de Marin, et Darcy la serrait délicatement dans ses bras, attentive à son ventre, et l'a enlacée un instant. « Ça va ?» a demandé Darcy. Evangeline a réfléchi un instant. « Oui » a-t-elle répondu. « Je crois bien. » Darcy a hoché la tête. Elle semblait vouloir ajouter quelque chose, mais sais-tu. Parfois, les mots manquent. Elle est restée dans l'allée et a fait un signe de la main à Evangeline qui reculait. Evangeline l'a suivie du regard dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elle s'engage sur la route principale. Puis elle a pris la direction de l'ouest. Elle s'est arrêtée à Weatherford, à une 60aine de kilomètres de là, pour faire le plein. La station-service avait un Whataburger attenant, elle y est entrée et a commandé son petit déjeuner. Son premier Whataburger depuis au moins 4 ans. Le biscuit au poulet et au beurre de miel qu'elle adorait à la fac. Et c'était exactement aussi bon que dans ses souvenirs.
Elle est restée dans sa voiture, moteur éteint et fenêtres ouvertes, sur le parking. L'horizon plat du Texas s'étendait à perte de vue. Le ciel, comme souvent au Texas en octobre, était immense, net et d'un bleu profond. Elle avait 6 heures de route devant elle. Elle avait la playlist que Marin avait préparée sur son téléphone. Elle attendait un bébé dans 10 semaines. Elle avait un avocat à Dallas, un allié à Fort Worth et une amie à Santa Fe qui lui avait préparé une chambre d'amis avec les clés sous le paillasson. Elle en avait assez. Son téléphone s'est allumé sur le siège passager. Le nom de Nathaniel s'affichait à l'écran. Elle l'a regardé pendant toute la durée de la sonnerie. Puis elle a passé la première, s'est engagée sur la voie d'accès et a pris l'I-20 en direction ouest. Le téléphone a cessé de sonner. Le ciel s'étendait devant elle, vaste et plat, à perte de vue. Santa Fe en octobre n'avait rien à voir avec Dallas. Ce fut la première chose qui la frappa. Ni les montagnes, ni l'odeur de fumée de pin qui l'assaillit lorsqu'elle baissa la vitre sur Serio Road. Ni la façon dont la lumière se posait ici, plus basse, plus dorée, à la fois plus douce et plus vive. Ce qui la frappa d'abord, c'était l'immensité du ciel. À Dallas, le ciel était vaste, mais la ville semblait le défier. Tout ce verre et ce béton qui le repoussaient. Ici, le ciel était simplement là. Il ne négociait pas. Il occupait l'espace qui lui revenait, et tout en dessous s'arrangeait en conséquence. Elle resta assise un instant dans sa voiture, garée dans l'allée de Reese, après avoir coupé le moteur. 6 heures de route. Le bébé avait été agité pendant les 2 dernières heures, se tortillant et poussant, donnant son avis sur le voyage. Evangeline lui avait parlé. Elle avait choisi de la faire venir quelque part aux alentours d'Albuquerque, non pas parce qu'elle en était certaine, mais simplement parce que c'était le bon endroit. Tout au long de la traversée du Nouveau-Mexique, elle décrivait le paysage comme une guide touristique. Ce sont les monts Sandia. Voilà le Rio Grande. On y est presque. Je sais. Moi aussi. Ri apparut sur le pas de la porte avant même qu'Evangeline ne soit sortie de la voiture. Pieds nus sur le perron, dans la fraîcheur d'octobre, comme elle l'avait toujours été depuis la fac, elle pleurait déjà un peu, ce qu'elle fit mine de minimiser quand Evangeline haussa un sourcil. Non, ça va. Regarde. Tu es belle. Tu es toi-même. Evangeline n'avait pas réalisé jusqu'à cet instant à quel point elle avait besoin d'entendre ça. La chambre d'amis avait une fenêtre orientée à l'est. Le premier matin, elle se réveilla à 6h15, son corps encore calé sur son ancien rythme, et s'allongea dans le lit inconnu de cette chambre inconnue, observant la lumière changer sur le mur. Le plafond était bas, VGA était installé au-dessus, l'endroit semblait avoir une longue histoire. Dehors, on entendait quelque chose qui ressemblait à un hurlement de coyote. Une fois, puis le silence. Pas de détecteur de fumée, pas de regards insistants, personne ne dormait à côté d'elle, personne n'était ailleurs. Elle posa la main sur son ventre. Le bébé bougea sous sa paume. « Ça va » dit-elle. Le même mot qu'elle utilisait depuis des mois. Il avait maintenant une autre signification. Ray travaillait de chez elle. Un truc avec des données qu'elle avait essayé d'expliquer 2 fois, mais Evangeline n'arrivait toujours pas à formuler clairement. Et sa maison avait un rythme auquel Evangeline se sentait bien intégrée, comme l'eau qui trouve son niveau. Café à 7 heures, matin tranquille, déjeuner plus une suggestion qu'un événement. Ri ne posait pas trop de questions et ne comblait pas les silences. Célibataire depuis 3 ans, elle avait créé une pièce particulière avec sa propre entreprise, qu'Evangeline étudiait comme une compétence qu'elle voulait maîtriser. Il y avait des jours difficiles. La 3e nuit, incapable de dormir, elle se retrouva à la table de la cuisine à 2 heures du matin, un verre d'eau à la main et son téléphone sur le nez. Elle relut ses SMS avec Nathaniel. 5 années de routine, de moments de tendresse, puis le changement progressif de la température, la distance grandissante, tout était consigné par nos téléphones, horodatés et indélébiles. Elle lut d'une traite, puis posa son téléphone face contre table et resta assise dans la cuisine de Reese, au Nouveau-Mexique, laissant libre cours à son chagrin. Pas lui, précisément. Ou plutôt, pas seulement lui, mais aussi l'image du futur qu'elle s'était forgée, cette conviction que promettre, c'était tenir parole. Elle pleura jusqu'à épuisement. Puis elle se lava le visage au lavabo, but son eau et retourna se coucher. Elle en parla à sa thérapeute jeudi. Elle avait commencé à consulter une femme nommée Dr. Ren Aldridge, dont le cabinet se trouvait sur Canyon Road, à 10 minutes de chez Reese.
Cette femme portait des lunettes de lecture suspendues à une chaînette et avait un petit cactus sur chaque surface disponible. Lors de leur première séance, elle avait regardé Evangeline et lui avait dit « On dirait que vous gérez cela seul depuis longtemps ». Evangeline avait répondu « Oui ». Et le docteur Aldridge avait ajouté « Vous pouvez arrêter maintenant ». Ce n'était pas une phrase révolutionnaire. C'était simplement la bonne chose à dire, au bon moment, et Evangeline avait senti quelque chose se transformer en elle, comme un os qui se remet en place. Elle y allait tous les jeudis. Cela l'aidait. Nora est née un mardi de décembre, pesant 3,3 kg. Née à l'hôpital presbytérien d'Albuquerque, à 45 minutes au sud, Marin est arrivé en voiture. Reese, les mains à 10h10, commentait le trajet d'un ton calme, comme lors de ses conférences téléphoniques, ce qu'Evangeline trouvait à la fois absurde et profondément apaisant. Marin, arrivé de Fort Worth, se trouvait déjà dans la salle d'attente à son arrivée, encore dans son manteau, ayant pris le premier vol disponible après le message d'Evangeline à Nora. Elle avait choisi le prénom la deuxième semaine, à Santa Fe, assise sur la véranda de Reese, un café à la main, face à la montagne. C'était le deuxième prénom de sa grand-mère, simple, le sien. Elle tenait sa fille dans ses bras, dans la chambre d'hôpital, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les stores et les rideaux, et repensait à la nuit où elle avait trouvé la photo sur Instagram, assise dans le noir à Preston Hollow, les mains sur le ventre. 5 mois s'étaient écoulés depuis. C'était comme un autre pays. Comme si c'était arrivé à quelqu'un qu'elle reconnaissait, mais qui n'était plus la même. Marin était assise sur la chaise près de la fenêtre. Ray était allé chercher à manger à la cafétéria, car il fallait bien que quelqu'un soit pratique. Dehors, la lumière de décembre était douce et particulière, les montagnes se dévoilaient par la fenêtre en se penchant légèrement. « Elle te ressemble ?» dit Marin. « Oui. » Au niveau des yeux. Evangeline baissa les yeux vers Nora. Le bébé faisait ce que font les nouveau-nés, ce regard intense et vague, comme s'il cherchait à comprendre le monde. Une petite main s'ouvrit et se ferma. « Salut » dit doucement Evangeline. « J'attendais de te rencontrer, Bada. » Le divorce fut prononcé en mars. Sloan s'en occupa avec la même efficacité que pour tout le reste. Elle appela Evangeline un mercredi après-midi pour l'en informer. Evangeline était en pleine promenade, Nora dans un porte-bébé contre sa poitrine. L'après-midi était chaud pour un mois de mars. Le genre d'après-midi à Santa Fe qui vous fait comprendre pourquoi les gens viennent ici et n'en repartent jamais. Elle s'arrêta sur le trottoir de la rue Garcia et dit « D'accord, merci ». Elle resta là un instant après avoir raccroché. Une femme promenant un berger allemand fit un signe de tête au bébé en passant. Evangeline continua son chemin. Les conditions étaient justes. Sloan s'en était assuré. Une pension alimentaire avait été fixée et un accord de garde structuré. Nathaniel bénéficiait d'un droit de visite selon un calendrier soigneusement établi par les avocats, sans aucune arrière-pensée. Il n'avait pas sérieusement contesté les conditions principales. Graham avait progressivement pris en charge la gestion quotidienne de Pierce Capital, tandis que Nathaniel reprenait ses marques. L'acquisition avait finalement été finalisée, plus modeste que prévu initialement, dans des conditions qui avaient nécessité d'importants travaux de rénovation. Nathaniel vivait dans un appartement près du centre-ville de Dallas. Elle le savait par Sloan, pas par lui. Il avait cessé d'appeler en novembre. Célestine avait déménagé à Austin. Quelqu'un de l'entourage de Darcy avait mentionné l'avoir vue sur un toit-terrasse de Rainy Street, l'air d'une femme qui prenait un nouveau départ. Evangeline avait entendu cela et n'y avait vu rien de compliqué, rien qui nécessitât son attention. En avril, elle avait trouvé un emploi, pas la carrière dans le marketing qu'elle avait mise entre parenthèses en déménageant à Dallas, pas encore, mais un poste à temps partiel dans un petit studio de design de Guadalupe Street. 3 jours par semaine, pendant que regardait Nora. Un travail dans lequel elle était vraiment douée, modestement rémunérée, qui lui donnait un but le matin et des collègues qui ne savaient rien d'elle, si ce n'est qu'elle était compétente et agréable à vivre. Le studio avait un mauvais café, une bonne lumière et un chien nommé Biscuit qui dormait sous le bureau commun et marchait parfois sur les claviers. La propriétaire, Adley Finn, qui avait quitté Chicago 10 ans auparavant sans jamais regretter son choix, avait embauché Evangeline après un entretien de 15 minutes. « Je n'ai pas besoin d'en voir plus. Vous savez réfléchir », avait-elle déclaré. Après cet entretien, Evangeline était rentrée chez elle et s'était assise dans sa voiture, garée dans l'allée de Reese, la même allée où elle s'était assise 6 mois plus tôt, moteur éteint, sans savoir quoi que ce soit.
Elle avait alors ressenti une sensation si simple qu'elle avait du mal à la reconnaître, la satisfaction. Elle se sentait satisfaite. Elle était entrée, avait pris sa fille dans les bras de Reese et elle s'était assise sur le porche, en ce bel après-midi d'avril, tandis que la lumière se déplaçait sur les montagnes et que Nora, les mains crispées, cherchait à résoudre un problème que seule elle pouvait percevoir. En juin, elle trouva un appartement à 8 pâtés de maison de chez Reese, au 2e étage. C'était un petit logement avec parquet, un coin lecture attenant à la chambre et une cuisine suffisamment spacieuse pour cuisiner. Le propriétaire était un homme d'un certain âge, Monsieur Brennan, qui vivait à Santa Fe depuis 40 ans et repeignait lui-même les boiseries chaque printemps. Le bail était à son nom, rien qu'à elle. Elle emménagea un samedi avec Ri, Marron et Darcy, venus de Dallas en camionnette louée sur LI 25. Ils passèrent la journée à porter des cartons et à discuter gentiment de l'agencement des meubles. Le soir venu, ils dégustèrent du vin et des plats à emporter du restaurant thaïlandais que Ri prétendait être le meilleur de l'État, assis par terre, le canapé n'étant pas encore installé. Nora dormait dans la chambre, dans son berceau qu'elle avait monté en 3 essais et après avoir consulté une vidéo YouTube. L'appartement sentait la peinture fraîche, les plats à emporter et une légère odeur de pain qui flottait par les fenêtres ouvertes, provenant du quartier. À l'appartement, dit Ri en levant son verre. À l'appartement, répéta Darcy. À Nora, ajouta Marin. Évangeline leva son verre à son tour. Elle observa la pièce, les cartons restaient à déballer, les meubles n'étaient pas encore disposés, les murs étaient nus, un espace vide qu'elle pouvait remplir à sa guise. À tout ça, dit-elle. En octobre suivant, Nora avait 10 mois et un avis sur tout. Elle avait un avis sur sa bouillie d'avoine, sur le doudou qu'elle était autorisée à tel ou tel moment de la journée, sur la nécessité ou non de faire la sieste. Elle commençait à se hisser sur le bord de la table basse, l'air immensément contente d'elle. Elle avait les yeux d'Évangeline, et Marin lui avait fait remarquer, lors d'une récente visite, l'expression particulière que leur grand-mère avait quand quelque chose la faisait rire, un sourcil légèrement plus haut que l'autre. Un samedi matin d'octobre, Évangeline était sur la véranda, café à la main, observant Nora s'attaquer au problème d'un bloc de bois sur la couverture. L'air embaumait le soleil et la pluie qui allait tomber. Les montagnes arboraient leurs couleurs automnales. Là-haut, les trembles se paraient de 1000 feux, scintillant comme des pièces d'or sous la brise. Elle avait un travail qu'elle adorait. Elle avait une thérapeute en qui elle avait confiance. Elle avait son propre appartement et une ville qu'il avait acceptée sans trop s'enquérir de ses origines. Elle avait une fille, une personne à part entière, avec ses préférences et sa personnalité, ce qui lui paraissait encore presque miraculeux. Parfois, elle repensait à cette femme qu'elle était, assise sur le carrelage de cette salle de bain à Preston Hollow, à 2 heures du matin, un téléphone à la main, une arme à la main, en train de monter un dossier contre sa propre vie. Elle ne la méprisait pas. Elle la regardait avec une tendresse presque enfantine, comme on peut éprouver de la tendresse pour quelqu'un qui accomplit le travail le plus dur de sa vie, seul, dans l'obscurité, sans savoir si cela en vaudrait la peine. Cela en valait la peine. C'était ce que personne n'avait pu lui dire à l'époque, parce que personne ne le savait. On ne le sait qu'après coup. Nora mit le bloc dans sa bouche. Elle exprima sa satisfaction. Ouais, dit Évangeline. Exactement. La pluie arrivait lentement de l'ouest, comme ici. Pas la pluie de Dallas, pas ces averses soudaines et violentes de la côte de Grand Floridian, mais une pluie régulière et patiente, assombrissant la terre rouge. Elle marcha dans la rue. Elle n'entra pas assise avec son café, elle regarda le temps passer. Le propre d'un nouveau départ, c'est qu'il ne se déroule jamais comme on l'avait imaginé. C'est plus modeste, plus ordinaire, moins un tournant spectaculaire qu'une lente accumulation de mardi. La même marche, le même café, les mêmes petits choix qui, un jour, forment ce qu'on finit par reconnaître comme une vie. Évangeline n'avait pas besoin d'un grand geste. Elle n'avait pas besoin d'un plan de vengeance, d'un discours d'adieu parfait, ni d'une punition divine orchestrée par l'univers. Elle avait besoin de partir. Elle avait besoin de découvrir qui elle était quand elle n'était plus occupée à maintenir la vie de quelqu'un d'autre à flot. Il s'avère qu'elle était quelqu'un qui aimait les matins, qui était doué dans son travail, qui pouvait faire rire sa fille avec une grimace bien précise, qui pouvait rester sous la pluie et se sentir bien. Ce n'est pas rien. C'est même presque tout. Si vous êtes déjà resté quelque part plus longtemps que vous n'auriez dû, non par faiblesse, mais par espoir, à quel moment avez-vous su qu'il était temps de partir? Merci d'avoir regardé. Vos commentaires sont essentiels à notre travail.
N'hésitez donc pas à nous dire ce que vous en pensez et d'où vous nous regardez. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Votre participation est cruciale pour nous permettre de poursuivre notre travail. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui pourraient apprécier cette histoire.